Salut les gars, il y a beaucoup de questions qui se posent dans ce projet, notamment est-ce que c'est possible de faire un swap par terre sur un pneu? Moi je dis que oui, mais c'est pas fini. Est-ce que c'est possible de sortir 200 chevaux sur un TDI avec un Cavan 4? Moi je dis que oui, mais ça va être nul. Mais surtout, pourquoi est-ce que tu fais pas un montage injecteur-pompe 400 plus la guerre? J'avais fait voter ma défunte communauté de dégénérés sur Instagram, soit entre un 1600 TD forgé et préparé à la mort, soit un 1,9 litre TDIM préparé à la mort. 1600 TD parce que c'est original, t'en vois jamais qui sont vraiment préparés à fond, sérieusement. Et TDIM, c'est pareil. Tu vas me dire, il y a autant de Golf 2 TDIM que de Golf 2 injecteur pompe. Et t'as raison. Sauf que des injecteurs pompes, si tu oublies la Golf 2, t'en vois absolument partout. Des injecteurs pompes préparés, des 6L, des Golf 4, des Seat Leon, tout ce que tu veux, il y en a absolument partout. Tu vas sur un Rasso, t'as un tiers des bagnoles du parking, c'est des 1,9 litre TDI injecteur pompe préparés, plus ou moins. Alors que des TDIM, t'en vois quasiment jamais. Donc c'était intéressant de choisir le TDIM pour avoir un truc original. Deuxième chose, les TDIM, ils sont jamais vraiment préparés à la mort, tu vois. DVP préparés à donf avec des configs électroniques, donc pompe DC, calculateur, blablabla, t'en vois. Les mecs qui font du TDIM, en tout cas tous ceux que j'ai trouvés, ils s'arrêtent entre 150 et 250 chevaux. Ça tourne tout à peu près entre ces deux puissances. Donc si tu me dis que 300 c'est pas beaucoup, c'est juste qu'on vit pas sur la même planète. Sauf que là on avance en terrain connu. Donc c'est pour ça que je vais faire une première config autour des 200 chevaux pour essayer de comprendre un peu pourquoi les gens s'arrêtent à peu près à ce chiffre-là. Et ensuite, on ira chercher les 300. Donc l'objectif dans un premier temps, c'est de faire la config 200 chevaux la plus clinique et la plus propre possible. C'est-à-dire 200 chevaux, pas de fumée, pas de problème de chauffe, une courbe de puissance irréprochable. Donc il faut que ça arrache entre 4000 et 6000 non-stop, tout le temps. Tu passes les rapports, tu restes dans la plage, ça arrache, ça arrête jamais. Il faut que ça fasse ça, sans chauffer, sans fumer, impeccable. Pour les 300 chevaux, on montera sûrement à 6500, 7000 tours, wastegate externe, etc. à la guerre. Sauf que j'ai absolument pas tous les détails de comment on va y arriver, donc tout ce que tu vas voir, c'est le processus. C'est des problèmes, des problèmes, des problèmes et des problèmes avec 2-3 solutions. Et je trouve ça immensément plus intéressant que de faire une vieille config injecteur pompe qui existe déjà partout. Du coup, la prochaine mission, c'est de remettre le moteur dans la voiture, pas seulement parce que j'ai besoin que le moteur soit dans la voiture pour qu'il soit dans la voiture, mais aussi parce que j'ai besoin qu'il soit dans la voiture pour pouvoir desserrer les vis de culasse. Parce que j'ai pas trouvé comment les desserrer sur le pneu. Il y a certainement une technique, mais j'ai pas trouvé. Donc, reste à faire, poser la commande à câble pour la boîte, poser la commande hydraulique pour l'embrayage, terminer les joints homocinétiques, contrôler la pompe à huile, nettoyer, remonter un certain nombre de petites saloperies et le retour d'huile. Je suis préparateur automobile professionnel pour Head & Shoulders depuis 1965 et aujourd'hui je vais te révéler un de mes secrets pour les retours d'huile. Première étape, c'est de réaliser une marque pifométrique. Après, il faut réaliser la découpe. Alors moi, personnellement, je fais la découpe à côté de la marque. Si tout est bien aligné, tu dois avoir à peu près ça. C'est au remontage que tu fais la différence entre les vrais professionnels et les amateurs. Parce que là, tu vois très bien que le raccordement dynamique s'intègre parfaitement derrière le support moteur. Alors rassure-toi, c'est temporaire, hein. Le turbo, il va pas rester là très longtemps. Mais c'était marrant. Premier ordre du jour, kit Epitech, embrayage hydraulique pour Golf 2. Si jamais t'as pas suivi, en gros sur les 1,6 litre TD, enfin bon les Golf 2 quoi, t'as un embrayage à câble. Donc c'est un câble qui vient actionner le mécanisme d'embrayage. Sur les TDI, c'est un embrayage hydraulique. Ça, c'est un kit pour mettre un embrayage hydraulique sur une Golf 2. Il existe des kits pour convertir les boîtes de TDI, ou les boîtes 02A, 02Q, 02J, machin là, peu importe. Donc TDI, 1,8 litre 20 VT, enfin bon bref on s'en fout, pour les convertir en embrayage à câble. Moi vu que je vais probablement par la suite avoir besoin de passer sur un mécanisme renforcé, parce que là j'ai pas un mécanisme renforcé, hein. J'ai juste un disque de VR6 organique renforcé avec un mécanisme d'origine de VR6 et un volant moteur de G60 taille et masse. Voilà. Donc, comme je vais probablement par la suite passer sur un mécanisme renforcé, et ben avec un câble, ça va être la merde si tu veux. Parce qu'avec un câble, t'as pas assez de force. Donc après, il faut sauter sur la pédale et tout. Genre, ça pue quoi. Attends. Du coup,
là, on a à peu près tout le kit. Donc, voilà comment ça se présente. Je pourrais pas te montrer une fois que ce sera sur la voiture, puisque ça va être caché en fait au-dessus du pédalier, sous le tableau de bord. Donc, je pourrais pas te montrer. Donc, je vais t'expliquer maintenant. En gros, tu as ça qui va sur ton pédalier. Voilà, c'est une espèce de petit support comme ça qui va sur ton pédalier. Sur ton petit support, tu as un mètre-cylindre comme ça que tu viens mettre dans le support. Et en fait, comme d'origine, ta pédale, t'appuies dessus. Et du coup, en fait, quand tu appuies en bas de la pédale, elle fait ça, tu vois. Et donc d'origine, ça vient tirer le câble. Et ben là, en fait, au lieu de tirer le câble avec le renvoi d'angle de la pédale, et ben on va enfoncer le mètre-cylindre. Tout con. Et après, on a un tuyau qui va envoyer la pression du mètre-cylindre jusqu'au récepteur. Et évidemment, du coup, on a un petit réservoir comme ça, et ce magnifique petit tuyau. Et ça, ce sera dans l'habitacle. Voilà, c'est un peu con, mais bon, écoute, voilà. Le seul truc qui est con, c'est que c'est un kit Epitech, et Epitech, c'est de la merde. Mais c'était soit ça, soit me casser les couilles et aller à la casse chercher des pièces de merde sur des voitures de merde et après me faire chier là par terre à les adapter sur la bagnole. Tout ça pour avoir un truc absolument dégueulasse et la bagnole à moitié découpée. Donc moi ça me va très bien. Tiens, c'est surprenant. C'est déjà en train de me péter les couilles. Ça là. Là. Ah, c'est dessus. Ok, mais je les mets où les vis maintenant? Ouais, c'est bancal. Bon bah du coup, j'ai pas menti les gars, Epitech c'est de la merde. Les trous pour mettre les vis dans le support qui se met sur le pédalier, ils étaient trop petits, du coup j'ai dû les repercer. Encore ça, c'est pas grave. Il n'y a pas de réglage sur le support, donc tu mets le mètre-cylindre dedans et tu pries pour que ça marche. Genre là, c'est déjà prêt. Enfin, en fait, je peux te montrer dans la voiture. Attends, là. Bon, je peux rien filmer en dessous parce qu'il fait beaucoup trop sombre. Là, par contre, ce que je peux te montrer, mec, c'est mon montage vase d'expansion slipper. En gros, là, j'ai un vase d'expansion que tu peux même pas voir tellement il fait noir. Mais là, tu vois le couvercle. Genre, il est au-dessus. Et vu que le mètre-cylindre, il est en bas, là, sur le pédalier, je voulais que le vase d'expansion, il soit au-dessus. Donc, il n'y a pas 14 000 choix, à part le foutre en plein milieu du tableau de bord, tu vois. Parce que le mètre-cylindre est quand même assez haut. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour le mettre. Du coup, je l'ai foutu sous la grille du haut-parleur. Et celle-là, tu vois, ça prend 2 secondes à l'enlever. Je laisse pas à la vis. Ça met 2 secondes à l'enlever. Là, tu as ma fameuse grille d'aération qui tient plus et que je me prends sur les pieds dès que j'accélère, qui vient là. Donc, pour regarder le niveau, je peux juste enlever ça. Et pour faire le plein, je peux juste enlever ça. Et là, il y a le bouchon. C'est incroyable. Le meilleur truc de toute cette putain de voiture. Je suis trop refait. Oh. Il y a un joint. C'est vraiment un détail. Mais bon. Il y a un joint. On voit rien, hein? On voit rien. Bouchon. M18 par 1.5. Si jamais tu t'en rappelles, j'ai l'ancien retour d'huile du TDI là et le carter du TD avec le retour d'huile en bas que tu peux pas voir si tu peux voir. Donc celui-là, je le condamne. C'est laquelle? Alors attends, à l'œil, c'est toi. Impeccable. Si jamais t'as oublié ou si jamais t'étais pas là, ça c'est mes joints homocinétiques. En gros, les joints homocinétiques de TD et ceux de TDI, c'est pas les mêmes. Parce que la partie extérieure, c'est plus gros sur TDI, les tulipes de la boîte sont plus grosses. Par contre, les cardans, les deux, c'est 22 cannelures, je crois. Je sais plus le diamètre, mais bon, en gros, c'est pareil au niveau des cannelures. Donc, j'ai acheté une référence en pensant au Nickel Game
qui du coup se monte sur les cardans du TD et se monte sur la boîte TDI, 0 doigt. Sauf que en fait, la partie du milieu était trop épaisse. Du coup, je pouvais monter, mais je pouvais pas mettre le circlip. J'ai enlevé 4 mm sur ces pièces, donc maintenant c'est la même épaisseur que les morceaux de joints homocinétiques de TD d'origine. Donc je vais pouvoir monter mes joints homocinétiques et je vais pouvoir mettre la boîte de TDI et je vais pouvoir mettre le TDI et on va pouvoir mettre... T'as compris. Déjà, là, j'avais fait 2 traits pour repérer, je suis pas sûr que c'est une importance, hein. Le côté qui va côté cardan, tu prends un sort, tu le mets là-dedans. Alors, ça rentre. Après, tu mets les billes. Tac, faut mettre les billes, toutes les billes. Bon, en vrai, ça va, c'est pas compliqué, hein. C'est juste un peu bizarre. Après, je veux que là où j'ai fait la marque blanche, là, de ce côté-là, ça vienne de ce côté-là. On a dit petite, grande, petite, etc. Faut inverser. Là, je suis dedans, je suis comme il faut, grande, petite, tout ça. Et là, faut se battre avec, hein. C'est pas compliqué, tu vois, ça veut pas y aller. Faut se battre jusqu'à ce que ça y aille. Voilà. Et là, c'est monté. C'est tout. Voilà. J'ai même mis les sacs en plastique, enfin bref, les trucs là en plastique par-dessus. Histoire que ça prenne pas la poussière, le sable et la merde en attendant que je mette le moteur. Enfin, j'espère. Mais au moins, ça c'est fait. Breaking news, Golf 3 TDI, Golf 2 TD. Donc, Golf 2 TD, tringlerie de merde là. Et Golf 3 TDI, commande à câble. Donc c'est ça qu'il faut mettre parce que la boîte elle a une commande à câble. Donc bon bref voilà. Toujours est-il que ça n'a pas grand chose à voir en fait au niveau du support. Là t'as je sais pas combien de trous, ils se sont fait plaisir. Là il n'y a que 2 trous de chaque côté. Et ça c'est plus étroit que ça. Ce qui fait que, alors bon, il y a ça qui fait chier, ouais, tu peux le couper, on s'en fout. Mais quand tu la mets, celle-là, en fait, tu tombes pas en face des trous parce que l'entraque c'est plus faible, tu vois, c'est moins large. Donc tu peux pas mettre les vis. C'est de la merde, ça sert à rien. J'ai vu qu'il y en avait qui prennent des trucs là de Passat ou de Toledo. J'ai regardé vite fait là sur le... Attends. J'ai regardé vite fait sur Ovoco. Passat 35i, là, comment ils appellent ça, Passat B3 quoi, en gros, et Seat Toledo. Sur les photos, ça n'a pas du tout l'air d'être comme sur une Golf 2, tu vois, et les mecs ils disent que c'est plug and play, ça doit être certains modèles spécifiques, parce que sur les photos ça n'a pas vraiment l'air d'être plug and play, ça ressemble plus à ce qu'il y a sur la Golf 3 en fait. Bref, toujours est-il que moi je vais mettre la commande de TDI. Donc ici, pour que ça passe, il faut couper ce truc là. Peut-être dézinguer 2-3 autres trucs, mais on s'en fout. Pour pouvoir y monter, alors ce que je vais faire c'est tout con. Déjà tu vois là il y a une espèce de petit rebord, enfin je vais tomber toutes les merdes qui dépassent quoi. Pour avoir une surface à peu près plane en dessous. Je vais aller acheter un bout de tôle inox, si je ne trouve pas à Castorama Performance, je prendrai de l'alu, c'est pas grave, je mettrai 2 couches. Et puis je vais faire une petite plaque sandwich quoi. Mettre 2-3 coups de disqueuse dans une tôle et puis ça fera un sandwich hein, avec 4 trous. Et ça ira très bien. À ce niveau-là, c'est intéressant. En gros, la boîte, c'est une boîte de TDI, je sais même pas de quelle bagnole ça vient, mais on s'en fout. Pour ce que je vais en faire, ça change pas grand-chose. Et la commande, ça vient d'une Golf 3. Alors déjà, tu vois, ça là, correspond pas à ça. Bon, je me corrige, ça y va, il n'y a aucun problème, c'est juste que je suis un peu con. Il suffisait d'enlever la tige là. Bravo mec. Donc le seul truc qui va me manquer, c'est la petite pièce qui vient ici. Bon, je suis revenu de la casse et j'ai acheté plein de merdouilles. Il y a le dégazage du bloc que j'avais pas, enfin la mise à l'air du bloc là, le reniflard que j'avais pas non plus. Ça, c'est... est-ce qu'on peut faire le focus ou pas? Vraiment pas? Sérieux? Ah si. Ça, c'est la pièce manquante qu'il fallait pour mettre la tringlerie sur la boîte. C'est les petits cylindres blocs et Golf 3. Enfin bon, bref, c'est le truc qui va. Ça, c'est le capuchon que j'avais pas. Bouchon de remplissage d'huile que j'avais pas. Cache distrib que j'avais pas. Et là, mec, j'ai une pipe. J'ai une pipe de Passat TDI 130 chevaux. Comme c'est une pipe de Passat, elle sort du bon côté. Tu peux pas voir. Il y a le moteur là-bas.
Bref, ça sort du bon côté. Et là, tu vois, celle-là, elle a des dégagements. Là. Donc là, normalement, le turbo, il va passer. Je pense que je vais juste enlever cette partie-là, là, une espèce de quéquette que je vais dégager. Je vais laisser les autres. Je pense que ça me gênera pas. Ça se trouve, celle-là, elle va me gêner aussi. Bon, de toute façon, je vais y regarder. Et je dégagerai ce qui gêne. Au moins là, l'avantage, c'est que je peux enlever de la matière, tu vois. Parce que pour référence, l'autre, vu qu'il est tout plat, si j'enlève de la matière là pour faire un dégagement, il y a un trou dedans. Donc c'est éclaté. Alors attends, par contre, il y aurait un truc possible en soi sur celui du TD, parce que là, donc celui du TD, tu vois, il a un dégagement là. On voit bien. Ce qui serait possible, c'est de découper lui là. Prendre une grosse tôle alu et faire un truc rapporté et creux, enfin bon bref, faire le même dégagement sur lui que sur lui. Mais bon, c'est quand même bien se péter la tête pour pas grand chose, alors qu'il y a celui-là où on peut juste enlever ça. Et celui-là, il sort plus de chevaux. Et ça, c'est nul, il n'y a même pas de conduit à proprement parler, tu as juste un plénum. Il n'y a pas de conduit. Celui-là, il y a des trucs qui ressemblent à des conduits. Et comme d'hab, donc il y a les grands experts en mécanique des fluides qui vont me manger la vie. Ça sort plus que ça. Point. J'ai prototypé, ça a coupé, j'ai pas la vidéo. J'ai fait ça là. Donc j'ai découpé une tôle vite fait là, à l'arrache. Et j'ai marqué dessus l'emplacement des vis. Donc l'emplacement des vis, c'est les croisements. Ok, donc le problème c'est que quand tu mets ça ici, tu te rends compte qu'en fait les vis elles tombent sur le bord de la plaque là, c'est pas terrible. Après je peux en tailler un peu dedans, mais ça me casse un peu les couilles. Parce qu'en fait la tôle du dessous là, elle tient juste avec des petites pattes repliées, tu vois. Donc si j'en fais sauter, après ça va bailler, tu vois, ça va être chiant. Du coup je me suis dit peut-être que cette tôle là, ça peut devenir la nouvelle tôle du dessous. Si je mets des rivets, tu vois, ou des vis pour assembler les deux, et puis voilà quoi. Au pire, tu sais, je mets un peu de pâte à joint, on s'en fout quoi. Le problème, c'est que en fait, là, tu vois, là, il y a un dégagement. Tu vois, il y a une partie emboutie comme ça. Et en fait, il y a besoin d'avoir ça là, pour que le mécanisme y passe. Alors, j'ai essayé de regarder, voir si c'était pas possible de faire ça ou de faire un enfoncement plus léger. Mais non, il faut bien ça. Donc, celle-là, il faudrait la former. Tu vois, il faudrait l'emboutir un peu, enfin, taper dessus. Enfin, je sais même pas comment on le fait. Mais il faudrait faire un truc comme ça. Donc, je vais pas faire comme ça. À la place, déjà je vais remettre ça là-dessus. Voilà, et je vais fabriquer 2 cornières. Je vais prendre 2 bouts de fer plat. Je vais gratter un peu juste pour que les vis passent. Puis ça va tenir, tu vois, avec 2 fers plats qui vont plaquer comme ça de chaque côté. Bon, voilà comment ça se présente. Alors là, pour les 2 trous là, j'ai dû faire attention parce que il y a un petit repliage de tôle qui gêne là. Donc faut avoir des trous assez proches du bord pour que ça passe. Donc ces 2 côtés là vont vers l'arrière de la voiture. C'est de là vers l'avant pour la longueur, je me suis pas fait chier. J'ai juste pris la longueur de ça. Voilà, donc il n'y a plus qu'à monter pour voir si ça marche. Après, petit coup de peinture. Alors de toute façon, c'est de l'inox. Hein. Mais petit coup de peinture quand même pour faire propre, que ça fasse pas clochard. Et bavurer un peu parce que c'est pas y bavurer. Et puis voilà, affaire réglée. Évidemment, toujours avec un poste de travail adapté. Contrôle de la pompe à huile. Ah. Ça commence bien. Bon, je sais pas pourquoi elle s'arrête de filmer, elle. J'ai enlevé le carter, je me suis éclaté la main, j'en ai foutu partout, comme d'hab. Et entre temps, j'ai dit que j'en avais déjà marre. Et au moment où j'ai dit que j'en avais déjà marre, j'avais même pas enlevé le carter. C'est de la merde. La grosse merde. Bon écoute, visuellement ça va.
Là, ça, c'est vraiment aucune profondeur. C'est les marques, mais il y a genre 3 microns. Je sais pas, j'en sais rien, il n'y a rien du tout, j'y sens même pas avec les doigts. Donc c'est pour te dire. Là, visuellement, ça va, il n'y a rien de bouffé non plus. Donc les copeaux venaient probablement pas de là. Aucun problème particulier. Juste contrôler le jeu entre dents. Oh putain, je l'ai fait sortir. Non. Je contrôle le jeu entre dents et puis on voit. Bon, en gros, là, le 10e, il passe tout juste. On a le droit entre 5 centièmes et 2 dixièmes. Le 10e passe juste. C'est bon. Je vais remonter ça. Et puis, on va dire que c'est bon pour aujourd'hui. Absolument tout est prêt, c'est-à-dire que là, je le mets dedans, je branche tout, ça marche. Seul truc qu'il va falloir faire après avoir mis le moteur dans la voiture, c'est le joint de culasse. Remplacer les vis de culasse par les vis 112.9 de TDI 150. Joint de culasse 3 trous. Faut que je vérifie que j'ai le bon diamètre de joint de culasse. Mais enfin bon, voilà. S'occuper de la culasse une fois le moteur dedans, parce que comme je t'ai dit, je peux pas desserrer par terre. Et donc prochaine mission, remettre le moteur dedans. Mission d'après, joint de culasse. Mission d'après, finir de tout remonter et démarrer. Et il faut aussi s'occuper de la pompe, mais ça, il n'y en a pas pour longtemps.